Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, nous allons ne pas coder. Et oui, une fois par semaine, je vais tenter, comme je vous disais, d'essayer de mettre à jour notre curiosité. L'idée ensemble, c'est de partir sur, ok, qu'est-ce qui se passe depuis une semaine. La semaine dernière, je l'avais fait. Eh bien, on va recommencer cette semaine. Ok. Alors c'est parti, on va regarder ensemble un peu toutes les nouveautés, il y en a pas mal. Il y a tout d'abord un rapport, vous avez peut-être vu ça sur JetBrains qui est sorti, donc c'est le rapport 2024, on va en parler un peu. Alors grosso modo de toute cette news aujourd'hui, ça va être quoi? Un, on va parler d'IA, sans deck. Deux, on va parler de code, ah enfin. Et trois, on va parler du futur de notre développement. Et quatre, on va parler un peu des à côté, des langages comme Rust par exemple, qui est en train de percer de malade, ou qui est en train de faire peur du côté Linux. Euh, voilà, grosso modo. On va aller challenge un peu certaines infos, et d'autres, ben, je pense que ça sera intéressant de au moins ouvrir le débat. Allez, c'est parti, on démarre ça. Donc on va dire c'est la Curious News. Je sais pas comment je vais l'appeler. La Curious News du chat curieux. Miaou. On y va. Donc le rapport 2024, il est vraiment intéressant. Il est sorti il y a un petit peu de temps, mais c'est vrai que là, c'est maintenant qu'on va pouvoir en parler. Vous avez pu le voir peut-être si vous êtes abonné sur certaines newsletters. Il y a quand même 23 262 participants du monde entier qui ont répondu. Ce qui ne veut pas dire que c'est l'ensemble des développeurs. Déjà, c'est JetBrains, donc ça veut dire que c'est centré sur JetBrains. Hey. Donc ça veut dire que derrière, on ne va pas obligatoirement avoir tout toutes les personnes représentant en fait la communauté des développeurs et développeuses, évidemment. Mais c'est un point qui peut être vraiment intéressant. Donc c'est un rapport qui est public, hein. On peut accéder vraiment au rapport détaillé ici, là, si vous voulez cliquer, et donc on pourra le récupérer. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir? Déjà on va voir un peu les langages. Bon, comme d'hab quoi. Le JavaScript est toujours en avant, toujours. Depuis un bon paquet de temps, on voit que JavaScript est en avant, mais moi déjà je dirais, regardez, il y a une vague hein, depuis 2017, il y a une vague qui est en train d'arriver, et on voit que ça stagne, grosso modo. Ah si, une petite montée là, une toute petite. Ok. Mais ça stagne, quoi. 61, 61, ouais, c'est un tout petit peu, là, on est vraiment en stagnation. Il n'y a plus la grande adhésion d'avant, il y a toute la grande mode qu'on avait dit là juste avant le Covid, clairement. Alors, c'est des questionnements d'ailleurs, pourquoi à cette période-là. Et puis, on voit que Python, par contre, est toujours en adhésion forte. Alors, forte, beaucoup moins forte qu'avant. On est vraiment sur la courbe qu'on appelle de maturité, hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette fameuse courbe. Il y a la phase de hype, wouhou, et puis après la phase normalement de descente, et ce qu'on appelle la phase de déprime. Et après, il y a la phase d'adhésion. Alors, normalement, ça stagne ou ça monte. Là, on est vraiment sur ce début de montée. Après, c'est à mettre en comparaison sur tout le début de Python, mais on pourrait, en tout cas, ça me fait penser à ça, moi. C'est tout à fait critiquable. Java, qu'est-ce qu'on voit sur Java? Java, bon, c'est comme d'hab, quoi. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais là, en ce moment, on est plus vers la baisse, hein. C'est quelque chose qui peut inquiéter. Je vous en reparlerai d'ailleurs. Je vous en reparlerai. Comme Java, zut, regardez, c'est plus. Java, il est où? Non, voilà. Non, Java. Si, c'est ça, c'est bien ça là. C'est bien Java. C'est bien ça là. On peut vite fait se faire voir. Ouais, c'est bien ça. Donc, elle est vers la baisse, là. J'avais vu quoi d'autre qui était intéressant, c'était le shell. Intéressant, le shell, pourquoi pas. Bon, c'est pas ça qui est important selon moi. Ça, c'est... Oui, pourquoi pas. On va regarder le C Sharp, qui, vous savez, c'est un langage qui est chouchou pour moi. Le C Sharp, aujourd'hui, vous voyez que il est toujours... Il stagne, hein. Il y en a qui disaient, ouais, c'est en train de monter. En tout cas, sur JetBrains, c'est en moyenne 22% hein, de la communauté qui l'utilise sur ces 12 derniers mois. Donc ce qui n'est pas énorme hein, comparé à JavaScript, mais ça reste, je dirais, constant. Kotlin, qu'on peut voir qui est un peu plus en bas, et le langage C, qui fait toujours voilà, à peu près la moyenne. Quoi. Ce qu'on peut voir, c'est que la plus grande adhésion, c'est Python. Hein. C'est la Python, dans la course. Hein. La croissance, il y a aussi des langages comme Swift, hein, par exemple. Hello. Ça va bien? Ok, alors qu'est-ce qu'on va voir d'autre? On peut voir que, donc ce que je disais Python, mais c'est pas ça qui est important, c'est que donc voilà, en résumé, 61% des devs, c'est du JS. Très bien. Langage, adoption prévue, là on voit adoption prévue, on voit que c'est Python principal. Hein. Ok, et TypeScript est un peu plus loin. Ok. Les langages les plus adoptés, donc c'est Rust. On va en reparler de Rust, hein, parce que c'est questionnement du remplacement du C, du C++ par exemple. On va aussi se poser la question sur
je vous en parlais, Linux qui est en train de dire, une partie de la communauté dit ouais, c'est pourrir Rust et d'autres sont en train de dire c'est génial. Voilà. Bon, il y a tout le débat, la découverte encore, c'est marrant, moi je trouve sur TypeScript parce que c'est un point pour moi qui devrait même pas avoir débat. Et pourtant, en fait, il y a encore le débat. Alors on peut regarder les courbes sans courbe, c'est-à-dire je trouve que c'est un peu plus lisible comme ça. Qu'est-ce qu'on peut lire? On remarque qu'en 2024, il y a 37% des devs et il y avait 12% avant TypeScript. Moi, TypeScript, ça fait depuis 2010 quasiment que j'utilise, 2009, quoi, depuis ses débuts. C'est intéressant de voir qu'on est encore qu'à 37%. Bon, après, il faudrait voir sur la communauté, mais en tout cas, de JetBrains, il y a encore des questions à se poser là-dessus. Hey! Voilà, et donc là, on voit C-Sharp, comme je vous disais, et le JavaScript qui baisse un peu. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est vraiment intéressant ce point de vue-là. Donc, bon, là, c'est bon. On va parler, on voit que bon, une bonne partie, 62% c'est le navigateur, c'est super. Du développement, tout ce qui est, le code est exécuté où pour le navigateur? Normal, si JavaScript, ça me paraît assez obvious comme réflexion. Alors bon, fonctionnalité du codage par langage de programmation. Donc par exemple, si on prend le JavaScript 38% c'est pour des API. Intégration des API. Donc là, c'est le front-end, quoi, grosso modo. Et pareil, on va trouver pareil avec TypeScript. D'ailleurs, c'est rassurant, on a plus de TypeScript. Je dirais, ouf, moi je respire un peu, mais c'est ok, il y a encore plein de devs qui vont découvrir. Moi, avec grand plaisir de les former. Même si on en reparlera, il y a de plus en plus de devs qui préfèrent se former avec l'IA. C'est une question qu'on pourra émettre aussi et réfléchir un peu plus tard. Surtout quand on voit que, vous l'avez peut-être vu sur LinkedIn, j'ai posté, ChatGPT n'est même pas capable de vous donner la dernière version. Et sans tête, par exemple sans tête, le système automatique génère et s'appuie sur ce qu'il a déjà enregistré comme information et va s'entêter à dire non, non, la sortie c'était il y a 3 ans, quoi. Et voilà. Mais oui, que des bêtises. Que des bêtises. Non, pas que deux. J'ai aussi testé, moi, génération d'un code de qualité, c'est-à-dire vraiment fait une archi exa, et franchement, la base était bonne. Elle était bonne, c'était pas extraordinaire, mais la base était bonne. Donc ça peut servir de tremplin. Donc c'est toujours pareil, trier le bon grain de livret. On en reparlera dans la suite. Ok, moi ce qui serait intéressant, c'est essayer de voir alors, s'il y arrive, intégration de l'IA. Voilà, intégration de l'IA, on voit qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que Python en fait. Aujourd'hui, clairement, on parle IA, on pense Python, quoi. Alors que, par exemple, il existe tout ce qui va être... zut, il veut pas revenir. Il veut pas revenir. Voilà. Voilà, TensorFlow, on peut le faire avec du JS, par exemple. Ok, on continue. Donc, quel langage utiliser? Ici, les ML. Donc, beaucoup activement impliqué. Donc, c'est du C++. Ok. On fait du site web, du site web, du site web, beaucoup de sites web en PHP, oui. On va parler de PHP qui est en train de mourir. Tiens, d'ailleurs, remontons tout en haut. C'est vrai que j'ai pas parlé de PHP parce que je n'utilise presque plus PHP, mais regardons PHP. Et PHP, il est où, Coco? PHP, il est vachement descendu. PHP, il est vraiment en baisse constante. Et c'est pas nouveau, c'est en train de vraiment diminuer. Même si là, j'ai rencontré des devs dernièrement, que je forme d'ailleurs à React, qui m'ont dit que PHP a fait une belle remontée, un grand changement. Ouais, mais c'est en train de changer quand même. PHP est peut-être en train de vivre ces derniers instants. On ne sait pas. On a cru ça d'Angular avec le framework, on a cru ça de .NET et il a rebondi. Bref, laissons-lui sa chance. Même s'il y en a qui le critiquent beaucoup. Moi, c'est pas mon langage, disons que c'est pas mon langage favori. Vous le savez bien, mais je critique pas les devs qui l'utilisent, attention. Ok, on va regarder, ça c'est intéressant, sur les tests unitaires, 78% des tests utilisés, c'est donc du coup des tests unitaires. Ça me paraît assez obvious, mais pourquoi pas en fait. Ça dit pas combien de tests unitaires sont faits et est-ce que la plupart du temps il y a des tests unitaires qui ont été faits. C'est surtout se dire que quand je veux créer des tests, bien je vais faire 70%, c'est des tests unitaires. On voit que les tests d'intégration sont pensés et qu'une fois sur deux on fait du test bout en bout, ce qui est très bien déjà. Et les tests de performance, c'est un tiers du temps. Bon, ça, c'est vrai que c'est pas souvent le temps. On n'a pas souvent le temps. Les bases de données utilisées, on voit quand même que c'est MySQL qui prône. Et ça, je trouve ça intéressant de discuter de ça quand on voit tous les types de bases de données. D'ailleurs, on va chercher SQL Server, vous voyez qu'ici, les bases de données Oracle, voilà, SQL Server est là, c'est en 5e, 6e position. Et on voit que Postgre et MySQL sont devant. Ça fait réfléchir aussi. Amazon, tout d'abord, puis Azure, sur la partie cloud. Ça, c'est aussi à réfléchir sur. On me demande souvent vers où je vais publier, est-ce que c'est bien de publier, quels sont les avantages, inconvénients, les coûts autour de la partie publication cloud. Et vous voyez que là, c'est les services cloud qu'on utilise et c'est Amazon Web Services, puis après Azure. Azure, par exemple, ça peut prendre en compte Azure DevOps, qui est vraiment pratique. Je forme d'ailleurs là-dessus. Et c'est super sympa à utiliser, toute la plateforme est vraiment pensée. Même si des limitations dès qu'on sort du cadre de l'agilité pensée Microsoft. On va dire dans les règles de l'art. Même si on peut le customiser.
Ok, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah ouais, Docker. Docker, 49%. Une fois sur deux, j'utilise Docker. Moi, j'utilise Docker aussi localement. Hein. J'utilise un Docker en local. Puis après, bah, avec GitLab, il y a Docker qui s'automatise. Hein. Donc, c'est déjà utilisé. Kubernetes, pardon, moi, je suis pas du tout à l'aise. Et ça fait depuis 5 ans que je vais être à l'aise. Mais je dois te chafouetter pour l'instant, les pauvres chats. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va aller voir là-dessus? On va parler après sur la partie productivité. Ça, c'est pas important. Moi, ce que je vais parler, voilà, c'est l'IA. Bah, évidemment, hein, évidemment. Parce que c'était un sujet, en fait, de cette news qu'on parlait la semaine dernière. Quel est l'outil le plus utilisé? C'est ChatGPT. Puis deuxième, Copilot. On en reparlera de tout ça. On voit que JetBrains, c'est vraiment en bas. Donc c'est vrai que ça va intéresser JetBrains, puisqu'il fait, en même temps, je pense, c'est une bonne étude pour lui, hein, quoi, pour eux, sur le personnifie. Donc 69% des devs disent avoir essayé ChatGPT et 49% l'utilisent donc régulièrement pour coder et d'autres activités autour du dev. Je trouve ça intéressant, sinon c'est Copilot. On va en reparler de ça, on va en reparler. Vous allez voir durant cette news, il y a des belles pépites hein, qui vont être intéressantes. On va en parler vraiment. Ok, alors bah, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que aujourd'hui, 29% sont autorisés pour tous les projets. Vous savez, l'IA pose vraiment des questions de sécurité hein, dans l'entreprise. Il y a des entreprises qui l'interdisent. Il y a tout ce qui est aussi public. Il y a beaucoup, le domaine public hein, va très souvent l'interdire. Là, on voit 11%. Il y a des personnes, 6% quand même, qui disent je sais pas. Et c'est assez flippant en fait. Je ne juge pas les personnes qui ont répondu je sais pas, c'est plutôt l'entreprise et je la juge pas en fait en soi. Hein. C'est juste je questionne. Qu'est-ce qui fait que 6% ne savent pas? C'est important à questionner ça. Même en tant que dev, on doit le savoir, selon moi. Selon moi, c'est important de se questionner là-dessus. Et vous allez voir, on va en reparler aussi. Il y a des news qui sont encore sorties dernièrement. Alors, bah, quels sont les avantages à utiliser l'IA? À part raconter n'importe quoi, écrire n'importe quoi, ou ne plus savoir coder au bout d'un moment, hein, parce que c'est ce qui est en train d'arriver. On pourra en reparler aussi, il y a pas mal de retours qui arrivent là-dessus. Moi, je fais partie des personnes qui veulent garder le contrôle du code réellement. Je veux garder mon artisanat, ma qualité, et je veux toujours la pousser, même à l'heure de l'IA. Ça, c'est un point qui est important pour moi. Même si l'IA va peut-être faire de plus en plus de choses, elle va peut-être m'empêcher au bout d'un moment de montrer où moi je sais coder, puis on s'en foutra, pardon, on ignorera le fait que je sais coder, puisque ces systèmes-là seront capables de générer. Ouais, quand même, ouais, je veux faire partie des personnes qui, à un moment donné, sont capables de modifier un système IA. Mais donc, du coup, le code qui est généré par l'IA, pas l'IA en elle-même. Parce que l'IA, c'est hyper obscur de ce que j'ai compris. Même si ça m'intéresserait. Parenthèse. Ok, les avantages, c'est quoi? Eh bien, on voit que dans le gros paquet des 60%, et plus de 60%, c'est presque 60%, c'est gain de productivité, éviter les tâches répétitives, ça m'interroge ça, et améliorer l'accélération de la programmation, ça m'interroge énormément ça, si on en discutera, et moins de temps de passer à chercher des informations, c'est pareil. Alors c'est intéressant de voir ça, parce que ça voudrait dire qu'en gros, on gagne du temps, et si on le met en comparaison avec, regardez ce qui est présenté ici, c'est-à-dire juste en dessous, combien a priori on gagnerait environ, hein, parce que je pense que c'est un ressenti, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont vraiment calculé, tiens, je fais une journée sans IA, et tiens, je fais une journée avec IA, voir ce que ça donne, et en plus d'ailleurs c'est complètement biaisé ce système-là, parce qu'il suffit d'une journée IA où il y a eu que n'importe quoi, il faudrait faire les mêmes tâches et tout, sauf que quand, bon bref, il y a plein de biais dans ce genre de recherche, mais on va admettre que c'est un ressenti qui est à peu près hein, sur le nombre de personnes, hein, plus de 20 000 souvenirs, hein, si je remonte tout en haut, on va revenir après. Hein, ça fait quand même pas mal de devs. Hein. Il y a 23 262. Donc on va admettre qu'il y a une sorte de ressenti qu'on peut prendre en compte. Ben regardez combien on gagne par semaine. Hein, par semaine. Par semaine. 1 à 2 heures de ressenti. 1 à 2 heures. Que ça pour tout ce qu'on en fait, quoi. Tout ce qui est mis en avant, tout. Bon, moi, je trouve ça 1 à 2 heures. C'est quoi 1 à 2 heures? Bah, c'est juste une machine à café en plus, quoi, par semaine, quoi, tous les jours. C'est pas grand chose en fait en vrai. C'est pas énorme de gain de productivité. Moi je m'attendais à plus. Alors il y a, si on cumule, en vrai, on va dire entre 2 et 4 heures, 1 à 2 heures, on est à 32 et 27%. Mais on sait pas là ici si c'est les 27% ont répondu aussi à 32. Parce qu'en fait les 1 à 2 heures sont peut-être inclus dans les 2 à 4 heures, vous voyez. Donc je sais pas ça. Je sais pas si c'est 27 vraiment eux qui cliquaient que 2 et 4 heures ou on pouvait choisir 1, 2 et 2, 4. Donc choix multiple. On ne sait pas, donc ça peut être totalement biaisé. Mais moi, je trouve que 2 à 4 heures par semaine, c'est pas grand-chose, enfin. C'est pas grand-chose sur le tout le temps de dev. Mais vraiment, on me dirait, ouais, c'est la moitié du temps, je gagne du temps. Ouais, ok, j'y vais à fond. J'y vais à fond, je réfléchis peut-être moins. Mais là, en fait, c'est pas énorme. Et il y en a quand même qui disent quand même de 8 heures et plus, quoi. 8 heures et plus. Et quand même 4% qui disent que ça fait pas gagner du temps. Personnellement, moi, ça me fait pas toujours gagner du temps. Je fais partie. Il y a des moments donnés, ça va me faire gagner du temps. Clairement, on l'a vu dans le développement de notre jeu vidéo, c'est clair, on le voit. On a gagné du temps sur certains points. Et il y a d'autres, on a complètement perdu. Sur les shaders, c'est une horreur. C'est une horreur. Déjà de une, parce qu'on n'est pas formé au shader, donc on ne sait pas poser les bonnes questions. Et même en lui posant des questions qu'on a l'air d'avoir compris, ça raconte n'importe quoi, ces systèmes-là. Donc, c'est pas bon. Donc voilà, ça montre aussi tous les points
dont on discutera un peu plus tard dans cette session. Ok, on va aller jusqu'au bout. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. Je ne sais pas si vous voyez ici mon Chrome, là, tous les onglets, c'est à peu près de ce dont on va parler. Donc, si ça vous embête, je vous invite à revenir peut-être d'ici un quart d'heure, etc. Et j'ai pas encore pris cette habitude, parce que c'est nouveau pour moi, cette approche, ce nouveau format. Mais après, j'essaierai de faire des condensés, hein, des sortes de résumés automatiques. Peut-être que j'utiliserai les outils IA. Mais en tout cas, sachez que tout ce que j'ai fait là, toute cette session-là que j'ai préparée, est préparée sans IA. Vraiment. À part Google, qui a des IA, mais pas les IA LLM. Ok, donc on revient sur le point, c'est gain de productivité, exécution plus rapide des tâches répétitives. C'est pareil, moi, comment faire confiance à un système qui a tendance à follayer. J'ai vraiment de mal, hein. Moi, peut-être, il faudrait que j'aille faire une psychanalyse, mais c'est vraiment une question à se poser pour moi. C'est vraiment une question. Comment un système qui peut dérailler, je peux lui faire confiance? Alors, moi, je fais confiance à un humain qui fait des erreurs, ouais, clairement, parce que je sais qu'il va chercher à s'auto-corriger. Un système d'IA qui s'auto-corrige en faisant encore plus d'erreurs, et c'est un système en plus exponentiel, donc je ne sais pas. Et meilleure qualité de code, on va en reparler de ça, hein, on va en reparler. Et par contre, il y a un point qui m'interroge, et aujourd'hui, cette année en 2025, ça m'interroge beaucoup, au mois de mars, puisque en fait, en ce début mars, je remarque qu'il y a moins d'activités de formation. Je ne sais pas si c'est tous les centres de formation, mais on est plusieurs à partager ce ressenti en tant que formateur et centre de formation. Et on se questionne si ces 45% apprentissage plus rapide de nouvelles technologies ne seraient pas en lien. Et moi, je questionne toujours ce système-là. Ok, je veux me former, mais je ne peux pas me former sur le dernier langage, sur la dernière version. Par exemple, je ne vais pas pouvoir me former sur Angular 19. Impossible. Si je veux me former sur Angular 19, il va falloir que j'aille trouver soit un formateur ou une formatrice qui sait faire, soit je vais aller éplucher la doc. Hein. Mais s'il y a quelqu'un qui a déjà l'expérience, c'est plus intéressant. Et puis après, tout s'ensuit. On en discutera aussi, j'espère, dans la suite de cette session. Mais participez. Je sais que c'est en plein milieu de la journée, mais moi, c'est le temps qui me permet de le faire à cette heure-là. Ok, on continue. J'espère que vous suivez toujours. On a ici des points autour de la VR pour programmer. Utilisez-vous un casque VR pour programmer? C'est fou ça, non, et j'adorais essayer. Moi personnellement j'ai essayé, j'aime pas. J'ai essayé de regarder à travers un système, et c'est mon avis hein, bien sûr, hein, et mon ressenti, mais j'ai essayé de coder, d'utiliser des outils de visualisation à travers la VR. Ça fonctionne pas, j'aime pas du tout. Et voilà, grosso modo, je fais partie de cela. Par contre, développé pour la VR carrément. Développé par le VR, ça fait partie de nos projets. Programmation avec un casque de réalité virtuelle, 8% expérimenté à l'aide de réalité et 5% souhaitent l'essayer. Ouais, bon, soit. Ok, on continue. L'avis des développeurs. Donc ça, moi j'adore. Chaque fois, ça n'a quasiment pas changé, je crois. J'ai pas les stats, faudrait les regarder d'année en année, ils sont là-haut. Hein. Mais j'ai pas l'impression d'avoir changé. J'ai une sorte d'impression que ça a toujours été le cas. En moyenne, c'est 19% et il y a 80% qui sont à peu près d'accord dans cette tranche-là. Donc on voit, hein, c'est vraiment une courbe où on voit, il y a vraiment une courbe de Gauss. Hein. On la voit sur le côté si vous vous penchez. Je suis en train de le faire comme un con. Et on voit que il y a 80% hein, sur la tranche 80%, c'est 19% de notre temps à coder. Donc vous voyez que c'est en fait notre activité, on le savait, hein, c'est 80% en moyenne. La plupart des devs, c'est 80% à ne pas coder. C'est-à-dire vraiment écrire du code. Donc déjà, on se dit, ok, on a gagné 2 heures à pas écrire du code, donc gagner 2 heures sur... là, du coup, ça devient peut-être plus intéressant. Faut voir, faut vraiment voir. Et quelle part de temps de travail consacrez-vous aux réunions, discussions liées au temps de travail? 33% du temps, un tiers du temps en réunion. Allez hop, bim. Moi, je sais qu'on a eu ce syndrome aussi, c'était pas trop cool. Chez Netil, ma première boîte, on a réduit après la volure, on a complètement éliminé pas mal de réunions. Et on faisait plutôt le pop de réunions. Bon, allez, on va parler du sujet qui fâche. Hein, 144 000 aux États-Unis, salaire moyen. Alors qu'en France, on descend 51K. Déjà, waouh, j'aimerais bien 51K personnellement, mais c'est 51K brut, et toujours pareil, il faut mettre en relation, en fait, moi je trouve que ce genre d'études, c'est pas tellement marquant en fait, parce que aux États-Unis, par exemple, ok, les devs, ce qui paraît, gagnent plus, mais est-ce qu'ils gagnent plus proportionnellement à l'endroit où ils vivent? Et en plus, là-bas, il n'y a pas d'assurance, machin, de ce que j'ai compris, je m'y connais peu, mais c'est comme aux États-Unis, comme au Royaume-Uni, comme au Canada, je crois. Par contre, c'est comme en Suisse aussi. J'ai une amie qui vit en Suisse, m'a dit que c'est pareil. Il y a très peu, il faut tout payer. Hein. On n'a pas d'assurance maladie, par exemple. Là-bas, de ce qu'on m'a dit. Par contre, voilà, ça, on peut le comparer. Hein. On peut comparer avec l'Espagne et l'Allemagne, à peu près. De ce que j'ai compris, l'Allemagne, ça ressemble beaucoup à la France et vice-versa. Eh bien, en Allemagne, c'est quand même mieux d'aller bosser en Allemagne. Hein. Voilà, questionner, hein, vous irez voir. En Chine, par contre, Chine, les devs sont pas tellement bien payés, quoi. Mais est-ce que le revenu, c'est le même? Voilà, c'est ça aussi. Ce qui serait intéressant, c'est de le mettre en comparaison avec le revenu moyen, etc. Bref, je vous laisserai y réfléchir.
Ok, des mieux payés de la programmation. Voilà. Alors ça, c'est si vous voulez vous reconvertir. Moi, par exemple, j'ai des appétences et une expertise de plus de 20 ans en C-Sharp. Bah, je fais c'est 24% les mieux payés. Alors que si on décidait de faire du Scala, 37%. Ah oui, c'est quand même mieux. Java, ben, c'est mieux payé que C Sharp. Bon, pourquoi? Et TypeScript, c'est un peu mieux. Ouais, c'est un peu. Bon, c'est pas grand chose. Hein. C'est intéressant à réfléchir ça, juste voir ce qui peut être à discuter. Ok, on continue. Voilà, je vais pas non plus tout éplucher. Moi, j'essaie de choper ce qui est intéressant pour moi. De autre point qui va être en lien avec toute la suite de notre session là aujourd'hui de news, c'est un point à discuter autour des licenciements, autour de ce qu'on vit actuellement sur le marché du travail en France et dans le monde. Il y a des grandes annonces qui font extrêmement peur de mon point de vue, qui sont tout sauf éthiques de mon point de vue, qui sont, voilà, mais en même temps, qui sont, en tant que dirigeant, je l'ai été et je le suis toujours, je sais ce que c'est le licenciement, je sais ce que c'est l'embauche, voilà, on en a conscience hein, aussi quand on voit la thune rentrer et sortir, évidemment, et c'est sûr que il y a des difficultés. Et donc, ce qui est intéressant à noter, c'est que 50% des personnes se déclarent ne pas avoir été directement touchées par des licenciements. C'est quand même impressionnant malgré. Donc, c'est en 2024. Hein. Déjà, aux États-Unis, par exemple, il y a eu des grands souffles, hein, même des tempêtes de licenciements, avec des choix de méta, par exemple, qui ne savaient plus où virevolter. Un coup, je vais faire de tout ce qui va être réalité virtuelle, et un coup, je vais partir sur toute la partie IA. Hein, et maintenant, tout le monde va vers l'IA, puisque voyez-vous, il n'y a que ça. Il n'y a que ça à penser. Bon, soit. Et donc, c'est à questionner. Mais par contre, on voit qu'il y a quand même 30% qui disent avoir ressenti des effets indirects et 16 qui ont perdu leur emploi. Donc, navré pour vous, les devs. Hein. Franchement, j'espère que vous allez les retrouver. Je sais que c'est costaud. Et en plus, la question, ça se posait, c'est l'entrée sur le marché du travail en 2025, qui est aussi une énorme question pour moi. Aujourd'hui, là, en mars, c'est à questionner. Moi, par exemple, je reçois, en ce moment, je ne peux plus recevoir ni stagiaire, ni stage de plus de 2 mois, même stage tout court, en fait, et ni alternant et autres, parce que financièrement, c'est pareil. Voilà, on doit resserrer les vis, et c'est pas à cause de l'IA. Voilà, donc c'est pas des choix où on va tout utiliser l'IA. Bien au contraire. On préférerait aller embaucher des devs et qui leur apprendre à bien utiliser l'IA et à bien critiquer l'IA, par exemple, pour bien coder. Ok. Donc pour l'instant, il y a plutôt assuré. Mais ce qui est un point à sentir, c'est qu'en fait, il y a une sensation de sécurité, mais par contre, si je veux me sortir de mon entreprise, là, il y en a beaucoup qui vont flipper, en fait. Et c'est normal parce qu'en fait, ils se disent, ok, je sors de mon boulot, mais est-ce que je vais en retrouver un? C'est-à-dire que pour l'instant, je ne me fais pas virer, c'est cool. A priori, je vais même être pas trop licencié, c'est ok. Mais si je sors, est-ce qu'il y a, il n'y a pas beaucoup d'emplois. Et voilà, c'est ce ressenti qu'il y a en fait. Voilà, donc c'est un point vraiment à questionner. Voilà, c'est écrit ici. Il semble que pour beaucoup d'entre elles, la perspective de trouver un nouveau poste à mobilité en général soit des sujets de préoccupation. Voilà. C'est plutôt défavorable pour trouver. Donc c'est pas super pour l'évolutivité, pour la progression de carrière par exemple. Vous savez que la meilleure progression de carrière, au bout d'un moment ou 3-5 ans dans une entreprise, c'est hélas encore de partir et de voir une autre entreprise, hein, même pour le salaire quoi. Bon, et puis après vous irez voir sur la comparaison de ça. Je vous mettrai les liens de toute façon dans la vidéo hein, de ce replay. Ok, vous aurez tous les liens. Ok, quels sont les aspects les plus difficiles de votre travail? Alors ça, j'adore. Un tiers, un tiers, un tiers, c'est quoi? C'est comprendre. Comprendre et communiquer. Le problème depuis les débuts. En fait, c'est ce pourquoi on existe en tant que dev, réellement. Hein, c'est le but de notre boulot. C'est pas en tant que développeur, c'est analyste et programmeur. Et depuis les débuts, et on remarque, c'est 38%. C'est ce qui est le plus difficile, c'est comprendre le besoin utilisateur. Et il y a plein de questions là-dessus. Est-ce que l'IA va pouvoir aider à comprendre? Est-ce qu'elle va être capable de générer un cahier des charges? Elle, c'est le système. Hein. Voilà. Et communiquer avec les personnes des autres postes, 34%. Bon, un tiers des gens ont des difficultés. Ça m'étonne pas, ça n'a jamais changé. Je crois que ça ne changera jamais. J'aimerais bien voir les stats, est-ce qu'ils ont été améliorés. Et on note aussi comprendre le code des autres. Hein. Ça m'a fait rire quand j'ai vu encore cette stat. 32%. Il y a beaucoup de devs qui ont du mal à savoir lire le code des autres. Parce que déjà, ils ont du mal à écrire du code ou à apprendre le code. Et c'est normal, hein, c'est ok. Je veux dire, il y a eu un grand boom de aller tout le monde à faire du code, même si on ne sait pas trop coder. Et là, en fait, on remarque que c'est l'idée de comprendre le code des autres, c'est un point important. Il y en a qui disent que grâce au système IA, ça va aider, en fait. Ça va aider aussi à discuter là-dessus. Débogage et écriture de code sont à 15-16%. Ok. Même si nous sommes fiers de notre capacité à résoudre le problème, comprendre le problème ne représente que la moitié du travail. La communication reste essentielle, comme toujours. Eh oui, c'est ça qui est important. Communication, communication. Et c'est ça qui est marrant. C'est que dev, c'est ce qui est le moins compliqué, et pourtant, c'est là où il y a le plus d'intelligence artificielle. Ok.
Soit. Ok, donc il y a 3 à 5 qui ont répondu, bon ça c'est important. Par contre, bah, on peut s'arrêter là-dessus. C'est un des secteurs qui n'arrive pas à bouger en fait. Il y a eu toute une mouvance il n'y a pas encore très longtemps, avec même des ADA aussi, des écoles pour apprendre vraiment féministes, vraiment cette volonté de mettre en avant la femme, quel que soit le sexe, je veux dire vraiment toute cette volonté de mettre en avant, eh bien toutes les personnes qui sont affiliées au genre homme sont à 91%, quoi. 91%, c'est énorme. Et en plus, ça a augmenté de 1%, de 1 point de pourcentage. C'est-à-dire que il y a... Non, pardon, j'ai mal lu. Il y a, part des développeuses, ça a quand même augmenté de 1 point, ce qui est bien, mais c'est rien. C'est-à-dire qu'on est quand même à 91%, on est à 90 donc l'année dernière, quoi. C'est énorme. C'est énormément élevé, hein, le nombre d'hommes. Et moi, ça me fait vraiment questionner sur ça. Alors qu'on sait que c'est la pluralité, la pluridisciplinarité, etc., etc., et le plurisexe, ça permet aussi un brassage des autres façons de penser, etc. Donc, à questionner, quoi. À questionner là-dessus. Moi, j'adore en formation quand il n'y a pas que des hommes. Vraiment, clairement. C'est la plupart du temps, c'est des formations qui sont beaucoup plus. euh, je trouve, hein, attention, j'adore former les devs, quels qu'ils soient, mais je trouve que dès qu'il y a une femme dans une ou plusieurs, ça va amener un équilibre. C'est totalement différent des formations. Je suis peut-être biaisé par ce point de vue, mais c'est ce que j'ai ressenti. Alors, pourcentage des jeunes développeurs dans les différentes régions, il y a que l'Inde, sans deck. Ça n'a pas changé non plus. Et voilà, résidez-vous en Chine quand même, hein. Ce qui a produit, c'est chinois, quoi. C'est intéressant, ça aussi. Ok, on continue, ça c'est pas important. Je voulais descendre un peu sur d'autres points, puis on a fini sur ça, promis. Méthodologie, c'était l'autre point, c'était le tout dernier. Attends, il était où? Voilà, les équipes en moyenne, c'est de 7%. Ok, on a fini sur ça. Alors, on va utiliser un peu toutes ces briques-là pour aller composer la suite de la découverte. Donc, ça va être vraiment divisé en deux parties. La première partie, c'est on va discuter un peu du général, puis après, on va parler langage aussi, hein, en deuxième partie. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre, hein? Si je suis mon topo, je parlais de ça. Donc, il y a un point, c'est autour des IA. Donc, il y a Salesforce, par exemple, qui a annoncé, hein, ça a fait jaser, ça a été publié sur développer.com, ou programmé, je ne sais plus. C'est quoi celui-ci? C'est déjà. Voilà, c'est développé.com, ouais. Ça fait flipper. Alors, je l'ai regardé sur Salesforce, je suis allé chercher un peu, hein, bien sûr, parce que j'aime pas juste lire une news pour une news, j'aime bien faire un travail de journaliste, grosso modo, mais je suis pas allé non plus très, 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 très loin, je suis pas allé interviewer les personnes directement. Salesforce a prévu de recruter 1000 employés pour vendre l'IA générative qu'ils appellent Agentforce. Donc c'est un système qui est de Salesforce, mais poussé avec un système IA derrière. Super. Et en fait, ce qu'ils annoncent, c'est que ils vont arrêter d'embaucher des ingénieurs, des devs, etc. En 2025 parce qu'ils se disent c'est bon, en fait, nous on a l'IA qui est capable d'améliorer la productivité, donc on va oublier en fait de développer ça. On va oublier de travailler des développeurs, plutôt on va stagner, on va stabiliser. Bon voilà, ça fait flipper ça aussi, je trouve. Ça fait flipper parce que c'est-à-dire que l'ère et l'heure de l'embauche des devs est peut-être révolue et on se questionne vraiment là-dessus. Je vais en reparler là, ça va être la suite. Et on va se saisir de ça pour un petit truc qui est assez rigolo, c'est que cette personne, la Marc Benioff, pardon, j'ai sans doute accroché son nom, c'était pas volontaire, donc c'est son PDG, hein. Marc Benioff a taclé Copilot. Alors comment il a taclé Copilot? C'est assez rigolo. Il a dit qu'en fait c'est le Clippy, si vous voyez ce que c'est Clippy pour les plus vieux d'entre nous. Ouais, vous voyez. C'est le Clippy 2.0 qui était des années 2000. Voilà, Copilot ce n'est que ça. Et d'ailleurs, il estime que Copilot ne sert pas à grand-chose et que les devs, moi j'ai lu aussi d'autres infos, je vous les montrerai, qui disent que les devs en fait ont trouvé une baisse de performance par rapport à ça. Hein, et ça, c'est un point ah non, c'est pas ce sujet-là, c'est pas celui-là. J'avais mis les liens. Il est où, Coco? Voilà, est-ce que c'est là? Non, c'est pas celui-là. Alors, attendez, je vais vous le retrouver. Là, 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 voilà, en tout cas, voilà. C'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est ça. C'est celui-ci, je crois. Non, c'est pas celui-là. Je recherche un petit peu, on va le retrouver. Parce qu'il y a des effets positifs, on va en reparler après sur cette partie-là. Non, je ne retrouve pas, c'est pas grave.
Je retrouverai après. Donc, bon, en gros, il y a aujourd'hui une question en fait que Copilot ne serait pas et n'aiderait pas en fait à la productivité. Il y a des personnes d'ailleurs que je connais, hein, qui sont des formateurs avec qui on travaille ensemble, hein, dans les formations. Bon, ils ne sont pas sur les mêmes sujets que moi, qui en fait critiquent complètement les systèmes de Copilot. Donc, ça a discuté. Et bah, en fait, pourtant, moi, je suis allé faire des recherches là-dessus et on a quand même des informations où, mais en fait, l'IA, bah voilà, c'est celui-ci, je vais en parler. L'IA euh, pourrait être intéressant. Donc on va repartir sur le sujet de la productivité. Pardon, j'ai retrouvé. Donc c'était en 2022. Donc toujours à questionner. C'était en 2022 que l'étude était sortie. Donc c'est facile de tacler au début. Maintenant, où ça en est aujourd'hui, ça serait à questionner. On a vu qu'on gagne 1 à 2 heures. Ok, on va quand même regarder ça. On voit qu'en fait la productivité sur les développeurs en corrélation, ceux qui ont accepté 29,73 des suggestions ont atteint des gains de productivité dites énormes. Et en fait, 23% des suggestions acceptées ont fait des gains de temps modestes. Et ils ont, en fait, il y a une autre étude, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était l'année dernière qu'elle est sortie, où en fait, ils parlent qu'en fait, on perd même de la productivité avec tous ces outils-là. On perd de la productivité. Donc c'est ça qui est intéressant. Moi je trouve c'est de se poser la question est-ce que je gagne vraiment du temps. Et en fait il y a du ressenti qui est souvent qui est complètement biaisé pour moi et il y a le réel en fait. Et la question c'est est-ce qu'on vraiment on va rechercher la productivité. Ce qui va se poser la question c'est à quoi ça sert nous en tant que dev sur la productivité. Est-ce qu'on est payé que sur la productivité. Voilà toutes ces questions là vont t'amener. On va continuer sur cette idée de GitHub. Pourtant GitHub en fait il y a des points qu'on peut voir qui vont être intéressantes. C'est celle-là. Des points qui vont être intéressants pardon si on parle bien français ça sera mieux. Hop. On va aller voir ce point-là. Voilà. On a quand même toute cette partie où l'IA va nous aider. Et aujourd'hui, on voit que en plus de JetBrains qui parlait, 97% des répondants là, de cette étude de GitHub Blog ont utilisé les outils, hein, de développement assistés par l'AI. Et c'était en août 2024. Donc vous voyez, il y a quand même, ben, malgré tout ça, il y a quand même l'utilisation de ces outils. Ok. Par contre, on va aller continuer sur ça. On va aller continuer, se dire, ok, c'est très bien, Copilot. Mais une étude est sortie, vous l'avez peut-être déjà lu, on en a déjà parlé, ça a été assez véhiculé. En août 2024, il y a un post qui a été mis sur LinkedIn qui a parlé en fait que l'ensemble des projets GitHub privés étaient accessibles par Copilot. Et ça fait énormément flipper. Et donc, ben, je voulais vous en parler là, ça fait énormément flipper. Donc, c'est à discuter sur notre sécurité de mettre à dispo nos repos privés. Donc, c'est-à-dire que moi, en gros, j'accepte que mes repos privés soient lus par Copilot. Alors, comment ils ont fait? Ils ont cherché sur Internet. Bon, ça fait 404. C'est-à-dire que là, on le trouve ou pas. Mais là, on le trouve pas. 404, là, la Solm, on le trouve pas. Ok. Par contre, bah, vous allez voir, il y a une petite technique, c'est que bah, vous le demandez, il est capable de le sortir. C'est-à-dire qu'il est privé, normalement il ne devrait pas être lisible, et pourtant il est capable de le savoir. Ah, tiens, d'accord. Et donc après, bon, il a dit c'est pas accessible, et pourtant, il a été capable là, ici de récupérer le contenu du repository. Copilot est capable de le proposer. C'est ça qui fait flipper. Vous voyez, ici on peut le récupérer là. On peut le récupérer là, et là ça devient flippant. Donc si vous voulez, je vous mettrai le lien de ce repo là. Ça peut être vraiment critique. Ça peut vraiment être critique. Hein, on peut faire un BigQuery là ici. C'est ce qu'ils ont utilisé pour vérifier. On peut chercher tous les repositories qui sont manquants et donc du coup faire une sorte de diff. Et on est capable d'aller chercher en fait le site et d'aller récupérer toutes les informations. Donc là, moi, je dis attention à ça. C'est une grosse alerte. J'imagine bien que derrière, ils vont corriger ça, mais ça y est, c'est le mal est fait, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé lors de la présentation de tous les outils de génération, comme on a Leonardo, par exemple, si vous connaissez, et tout ce qui s'ensuit, hein, même maintenant, ChatGPT qui génère, Midjourney, hein, tout cela. C'est assez flippant, je trouve. C'est assez flippant ça de se dire ça. Ok, donc on continue, il faut s'inquiéter quand même de ça. Et en même temps, ben, on va se dire, ok, il est où? Alors non, c'était pas celui-ci. Ça, c'était pas celui-ci. C'était là. Voilà, c'était lui-là. C'était celui-là qui était intéressant aussi à noter. On voit que, en effet, pour apprendre, ça revient à ce que je disais sur les outils, ça permet d'apprendre les IA. Mais Copilot et les autres vont pouvoir aider à, et c'est un ressenti, d'améliorer la qualité de code. Regardez ici, c'est responsable, to approach, non, c'est pas celui-ci, test case. Design System, il est où? Voilà, Improve Code Security. Donc, l'impact du code, donc des sécurités, hein, tout ce qui est sécurité.
on a en fait ce ressenti-là de, il y a 100% considèrent que les outils pourraient améliorer plus ou moins à grande importance, hein. Vous voyez, ça oscille entre ça m'approuve beaucoup à 38-40%, et d'autres qui disent non, pas du tout. Donc c'est à questionner. D'ailleurs, on voit que l'Inde, qui a un questionnement aussi d'ailleurs sur la qualité, moi je travaille des Indiens, quoi, des équipes indiennes, je ne vais pas dire des Indiens parce que je ne veux pas généraliser, mais clairement la qualité de code, elle n'était pas là. Et c'est à questionner là, tant mieux si ça améliore la qualité de toutes les personnes qui ne savent pas encore assez bien coder. Mais moi je sais qu'il y a des choses au niveau qualité que je pourrais améliorer. Donc c'est vraiment à questionner là-dessus. Donc voilà, on voit que du côté IA, en tout cas en mars 2025, on a des vraies questions qui peuvent se poser entre d'un côté, on a un code qui nous fait plus ou moins gagner la productivité, ouais, bof, 1 à 2 heures, des fois pas du tout. On voit qu'il y a du côté vulnérabilité, et c'est complètement dangereux de prendre en compte ça, c'est-à-dire que ça nous génère du code qui n'appartient pas au côté public, et ça, moi, je trouve ça flippant. Je trouve ça vraiment flippant. Et de l'autre côté, quand même, on va pouvoir en fait aller plus loin. Par exemple, eh bien, on va pouvoir utiliser Copilot pour aller pousser. Voilà, il y a des vidéos qui montrent comment on peut aller beaucoup plus loin pour aller pousser le système. Et je vais vous montrer un outil qui vient juste d'arriver. Ah, ça, il vient d'être installé. Cet outil, c'est... Alors, je l'ai mis où? Voilà. C'est le Visual Code Insiders. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est la grande nouveauté, là, il n'y a pas longtemps, ils en ont parlé. C'est-à-dire qu'avec, on peut avoir les agents mode qui viennent de sortir. Donc c'est bien avec Copilot GitHub, hein. Et là, on va sans doute gagner en productivité, puisque ce sont des agents mode. Ce sont en fait, ça permet de créer de manière autonome de la génération de code, grosso modo, tout seul, quoi. C'est vraiment un système autonome. C'est en gros un dev junior. On va déléguer des choses à un dev junior. Et donc, c'est pour vraiment, ça peut exécuter des tasks, ça peut utiliser des outils, etc. Donc, vous voyez, on se met en agent mode. On va être capable de, par exemple, de créer des informations et il va être capable de nous les générer, hein. Il va être capable de nous gérer, de nous assister là-dessus et même de générer du code. Et donc ça, c'est en train d'arriver. Alors moi, j'ai téléchargé le Visual Code Insider, c'est le seul actuellement qui va l'autoriser. Donc voilà, le Visual Code Insider. Donc je vais le tester. Je vais même me connecter dessus. Je referai des tests de toute façon là-dessus pour vous donner des infos. Voilà. Parce que je n'avais jamais testé Visual Code Insider. Je vous assure que c'était une découverte pour moi. J'utilise Visual Code tous les jours. Et j'utilisais un peu Cursor, mais j'étais déçu, moi, personnellement. Car Cursor, je trouve très lent à l'utilisation. Les requêtes sont lentes, le retour est lent. C'est vraiment pas agréable, je trouve, pour l'instant, avec mon utilisation. Il y en a qui l'adorent, tant mieux. Ok, donc je vous en reparlerai, mais voilà, il y a Insider. Et niveau news, vous pouvez choper quoi? Je vous ferai un petit résumé après. Et vous pouvez choper quoi? En fait, il y a vous avez peut-être entendu parler de Juni. Je ne sais pas si ça vous parle, Juni. Non, ça vous parle? Alors, Juni, c'est quoi? Juni, en fait, c'est... Regardez, Juni. Juni, donc c'est un genre de programmation assisté par IA. Voilà, ça y est. Donc, c'est des devs qui vont coder pour nous. C'est-à-dire que fini le dev. Fini le dev. On ne code plus. Ce n'est plus nous qui codons. Donc, c'est JetBrains qui a lancé ça. Donc, évidemment que ça l'intéresse de savoir les avis sur l'IA. On va être capable, vous voyez, c'est exactement comme Copilot, hein, on va être capable de l'utiliser en fait pour, on peut garder le contrôle, on peut produire du code de meilleure qualité, blablabla. C'est super, on va aller voir ce que fait Juni. Donc moi je me suis inscrit en liste d'attente. Dès que je l'ai, je vous le dirai. Il y en a sans doute qui l'ont déjà eu et tant mieux pour eux. C'est super. Donc on peut déléguer, itérer, garder le contrôle, profiter d'un flux ininterrompu, c'est génial. Et on voit l'info, hein, il peut vous aider à rester concentré. Vous voyez, implement CRUD to manage bookmark with user interface et il va être capable de... Regardez, on va le voir, hop. Donc là, on le voit faire, on le voit générer, il exécute les inspections que vous utilisez habituellement. Donc il va modifier vos fichiers et contribuer à risque d'erreur sur votre projet. Voilà, donc c'est vraiment un copilot, hein, mais un copilot plus avancé. Et il va être capable, en fait, par exemple, de générer, vous voyez, toute la partie bookmark. Donc, il est capable de réaliser même des tâches complexes. Concentrez-vous, examinez les modifications. Donc là, il y a cette partie-là qui est en train d'arriver, que des devs, là, peut-être vous avez vu sur LinkedIn, des influenceurs qui veulent se mettre en avant. Ouais, moi je dev qu'avec l'IA, etc. Tant mieux pour eux. Moi, je suis OK, il faut tout pour faire un monde. Moi, je suis plutôt l'opposé. Eh bien, ils vont utiliser ce genre d'outils, clairement. Et ils vont se reposer sur ça pour que ils deviennent des reviewers de code. Moi, ça m'amène toujours la question, pour être un reviewer de code Angular, il faut savoir coder Angular. Pour Rust, il faut savoir coder Rust, parce que clairement, autrement, reviewer, vous ne pouvez pas, en fait, relire du code. Et demander à une IA de relire du code, ça génère aléatoirement des choses qui ne sont pas toujours claires. Donc, c'est toujours ce point-là. Garder l'œil et la maîtrise de ce qu'on fait. J'en reste persuadé. En tout cas, moi, je pense, même si
Dans mes entreprises, moi, j'ai tendance plutôt à déléguer, hein, vraiment déléguer et faire confiance. Un système d'IA, vu que le système est exponentiellement complexe que ça peut créer d'erreurs, ouais, j'y ferai attention quand même. Mais j'ai hâte de tester, en fait. Je vais me faire mon avis sur Juni dès qu'il va arriver. Je vais me faire mon avis sur la partie des Copilot Agent et je vous dirai ce que ça donne selon mon point de vue, selon mon expérience et selon aussi mon biais de vieux codeur. Aussi, hein, parce que c'est exactement comme les personnes qui ont vécu avec et sans téléphone. Si vous êtes né avec un téléphone dans la main, ben, vous ne pensez pas pareil que sans téléphone. Je prends un exemple de un de mes enfants. euh, pour poser des requêtes à Google, c'est automatique pour mon enfant, ça va être parler. Blablabla, je pose la question. C'est automatique. Moi, c'est pas un truc automatique. Parce que je sais qu'il y a des biais, parce que j'ai toujours été habitué à ce système où ça fonctionne mal. Et je suis resté sur ça, en fait. Et je suis vieux. Et c'est marrant, parce que je l'utilise des fois, mais je l'utilise pas beaucoup. Par contre, je suis en train de l'utiliser avec Copilot sur mon téléphone. Ça fonctionne du feu de Dieu. C'est juste un régal. Cette partie-là. Donc, voilà, c'est à questionner aussi. Toujours que des questions, voyons, que des questions. Voilà, donc, vous voyez, ici, on voit l'émergence, je dirais, de la nouvelle étape de ce qui allait arriver. C'était obligé. Hein. On est en train de doucement nous dire, ok, tu gardes le contrôle, mais là, je te propose des agents qui vont développer pour toi, quoi. Et ça me rappelle l'histoire d'un... Alors, je sais pas si c'est vrai, mais il y a cette histoire qui a été véhiculée sur Internet de un dev qui aurait quasiment rien fait, qui aurait travaillé en freelance avec une personne en Chine ou en Inde ou je sais plus quoi, et qui aurait récolté les fruits du travail de l'autre personne. Et bah, ça amenait une histoire de responsabilité, une histoire de droit. Non, on n'a pas le droit de faire ça en France, sans devoir en parler à son entreprise, etc. Et que ça lui avait coûté bonbon de mes souvenirs. Je crois aussi avoir été licencié. Voilà, bah là, la question c'est, ok, on utilise une IA, mais c'est un peu le même système, non? Un système d'IA agent. Hein, jusqu'à quel moment la loi là-dessus va dire des choses? Hein, autant piocher du code en copier-coller, bon, soit. Autant générer un peu de code, soit. Mais là, s'il est capable de tout générer, intéressant. Donc j'ai hâte de le tester, me faire mon avis. Je vous ferai des retours. Il y aura des sessions cette année vraiment dédiées là-dessus. Ok. On a fait déjà 40 minutes ensemble. C'est une bonne session. On va continuer un petit peu. Il nous reste quoi à voir? On va parler encore d'autres points. C'est faire un point sur les meilleurs générateurs. Je m'étais posé la question en fait sur les meilleurs générateurs. C'est un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est sorti, vous voyez, le 1er mars, donc il y a 5 jours. Et vous voyez, c'était depuis la semaine dernière, je ne l'avais pas. Donc c'est Unité AI là, qui a sorti les meilleurs générateurs de code. Il y en a certains que je ne connaissais même pas. Je connais pas tout. D'où l'idée de la curiosité aussi. Alors, Copilot, hey, on en discute. Ok, super. Donc, voilà, apprentissage continu, capacité multilingue, etc. C'est génial. Codeium, vous connaissiez Codeium? J'ai jamais testé Codeium. Jamais. Je sais pas du tout. Je sais même pas ce que ça vaut. Et si vous avez déjà testé, laissez-moi un commentaire, ça m'intéresse réellement, mais vraiment réellement, d'avoir votre retour. Et si je rigole, c'est au sens, je suis tellement surpris de ne pas avoir connu, quoi. Pourtant, j'essaye d'être à max sur la veille et tout, comme quoi on peut pas être partout. Hein. Et je connaissais pas. Donc s'il y en a qui ont déjà testé, et si vous pouvez me faire des feedbacks, ça m'intéresserait. Je vais me faire d'ailleurs une petite veille sur la communauté Curiosity Academy. Vous savez, le Discord qu'on a, ça m'intéresserait de savoir qui c'est qui le connaissait. 70 langages sont prévus, compatibilité avec 40 éditeurs quand même. Hein. Et ça adaptivité à diverses normes de codage, donc ça améliore la qualité de code. Je suis hyper intéressé de voir ce que ça donne. Je me ferai des tests là-dessus. Il y a Augment Code aussi. Voilà, moi j'ai l'impression de découvrir quoi, c'est génial. Merci l'article qui a été publié sur Unity. Il y a développement sensible au contexte. Donc il exploite la base de code, la documentation et la dépendance de votre code pour fournir des réponses plus adaptées. Donc on va dire que c'est un copilot qui a l'air d'être encore plus fort. Quoi. Ok, donc ça garantit la sécurité, pourquoi pas. Il y a Ghostwriter, Meet Ghostwriter. Alors moi je le connais ce petit fantôme, mais pour autre chose, une autre application qui a aucun rapport. Et puis je trouve rigolo ce petit fantôme, il fait penser à un jeu vidéo. Mais voilà, donc c'est un autre, hein, et en tant que produit de Replit. Ok. Et pareil, j'ai jamais testé, donc s'il y en a, vous avez déjà testé, faites-le moi savoir, ça m'intéresse réellement. Chuchoteur, ça j'en ai parlé, c'est traduit en français, c'est très moche. Whisperer, en vrai c'est ça. Hein. Le code Whisperer, pareil. Ce code Whisperer, donc je crois que je m'étais inscrit à la... Ah ben non, pas... ah, pourtant j'avais vu. Le plus performant pour le développement logiciel. Pareil, je l'ai jamais testé. Je l'ai jamais testé. Il faudrait que j'essaye de voir pour l'installer. Alors, VS Code, tiens, on va utiliser avec VS Code. Ok, on va l'installer. Avec VS Code, oui. Et on testera ça. Donc après, ça va être intéressant de voir c'est comment chacun va se parler l'un par rapport à l'autre.
Est-ce qu'ils vont se combattre? C'est intéressant, des IA qui se combattent. Enfin bref. Voilà, donc là, je suis en train de l'installer. Je sais pas si vous voyez, je suis en train de l'installer là. Voilà, Amazon Q, Trust Publisher. Oui, oui, ok, pas de problème. C'est Amazon, on peut lui faire confiance pour bien choper nos données. Donc on testera ça, je verrai ce que ça donne. Ok, je vous ferai des retours aussi. Là-dessus, c'est promis. Je ferai des tests en live. Ok, comme j'aime faire. Donc voilà, il y a prise en compte. On peut lui demander. Ça a l'air d'être un copilot, hein. Ok. Donc je sais pas si vous le connaissiez celui-ci. Moi je l'avais vu, je voulais le tester. Il y a CodePal aussi. CodePal. Pourquoi pas? CodePal est un assistant sophistiqué basé sur l'IA conçu pour de la tâche de codage. Ouais, ok. Signifie qu'il peut produire un code source basé sur des invites textuels. Par exemple, si un utilisateur saisit une requête telle que écrire une fonction JavaScript qui imprime le prix du Bitcoin, voilà, ben ça va le faire de manière. Il créera de manière autonome un code pour afficher le prix actuel du Bitcoin. De renseigner justification méthodologie. Ok, pareil, à tester. Il y a Cody aussi, bon voilà. Il y a Tabnin, je ne connaissais pas, c'est trop bien. Demandez Cody, hein, Quick Answer, voilà, c'est Sword, c'est Ask Cody en fait, hein. C'est pas demander Cody, à mon avis, c'est une traduction très littérale. Mais c'est Ask Cody. Pareil, jamais utilisé. Trop bien. Et à tout, est-ce que. Bah voilà, pour la génération SQL, ça j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler. Il y en a plusieurs, hein, qui sont arrivés sur la génération SQL. Et voilà, c'est des points qui sont vraiment importants. Vous voyez, on est vraiment sur ça, donc c'est juste sorti là. Petite news là-dessus. Donc allez les voir, je vous mettrai les liens dans la vidéo là. Dans la vidéo. Ok, super. Et le dernier, je suis allé chercher. Il y a le Gemini, hein. Je ne sais pas si vous l'avez testé, le Gemini Code. À ce qui paraît, il est encore meilleur. Il est sorti le 27 février dernier, donc c'était il y a 2 bonnes semaines. Et Temu, surtout pas, interdit Temu, il faut surtout pas Temu. C'est très mauvais. Euh, ok, mais ça c'est mon point de vue. Et donc là, Gemini donc, serait soi-disant meilleur que tous les autres, encore une fois. Et bah, ça a discuté, hein. Mais je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé Gemini. Vous me direz aussi. Voilà sur la dernière news autour de l'IA. Je vous ai dit de toute façon qu'on en parlera de temps en temps, évidemment. Par contre, moi j'amène une question par rapport à ça pour continuer dans notre news. C'est cet article qui est sorti, vous voyez, ben, aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez Cédric Villani, hein, il est assez connu. C'est un mathématicien qui il est quand même met en avant un point de vue très quoi, orienté écologie. Et je trouve que c'est intéressant de se poser la question l'IA et l'écologie, quoi. Donc il y aura une conférence à Angers, près d'Angers, donc c'est à Mur-et-Régnier, c'est juste à côté d'Angers. Si vous êtes à l'autre bout de la France ou de la Terre, en train de regarder cette session Twitch YouTube, clairement ça vous parle pas, mais bon, voilà, il y a un questionnement qui se pose, c'est à l'état actuel, l'IA est un ennemi pour la transition écologique. Et clairement, ça bouffe énormément d'électricité, donc du coup ça produit du charbon, on doit utiliser du charbon à fond, donc production augmentée d'électricité, donc demande augmentée de consommation de charbon. Même aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça quand vous allez vers Paris, quand vous venez du sud de la France, surtout du côté Nantes, ils ont enlevé des forêts, des bouts de forêt vraiment, hein, pour mettre des panneaux solaires. Le monde, je trouve, marche sur sa tête, quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Avec cette terre, en fait, de besoin d'électricité supplémentaire, en parlant de développement durable, ok, bon, c'est toutes ces questions et on peut avoir vraiment des impacts énormes, les data centers. Une requête, à ce qui paraît, Google est beaucoup moins coûteuse qu'une requête IA. Donc c'est aussi à se poser la question. C'est un article qui vient juste de sortir, qui annonce qu'il y aura une conférence là-dessus. Et j'aimerais bien y aller parce que donc c'est, vous voyez, une conférence qu'il donne aujourd'hui. Donc là, je ne peux pas y être. Ok, bon, on a fini sur ce petit tour de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Il y a d'autres choses qui peuvent parler. C'est un point qui. C'est un petit aparté, et après, je vais passer sur le côté code. C'est Micromania. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Micromania. Hein, ça a été sorti hier ou aujourd'hui, l'annonce. Moi, je l'avais vu ce matin. Micromania va sans doute fermer. C'est-à-dire que l'ensemble des magasins Micromania vont sans doute disparaître. Pour moi, en tant que gamer qui a acheté sa PS2 à Micromania, etc., ça a été. Quoi, c'est un choc. Je le comprends, je le conçois. C'est normal, entre guillemets, pas normal, mais ça paraît évident aujourd'hui à l'heure de Steam et de tout ce qui est maintenant en ligne. Mais je trouve que c'est triste. C'est triste, et là, il y a nostalgie qui arrive. Hein, parce que ben, moi, je me souviens du temps où j'allais à Micromania tout le temps. J'affectionne toujours y aller. À part la dernière fois là où je suis pas allé parce que bah, je faisais une petite balade dans les magasins, je flânais, c'était tout.
mais clairement, ça donne vraiment un peu de tristesse, je trouve. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout est dématérialisé, c'est fini quasiment le CD. Alors, il y en a qui disent c'est bien du côté écologie, oui, oui, ok. Mais par contre, comment tu fais pour transférer un achat que tu as fait en jeu vidéo vers si tu veux jouer avec un autre pote, tu peux pas. Des choses comme ça, voilà. Et d'ailleurs, il y a un combat, j'avais lu judiciaire qui est là-dessus, hein, au sens que normalement, on devrait pouvoir garder la propriété de l'achat. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. Mais il y a de l'autre côté qui disent non, ce n'est qu'une location et ça appartient vraiment pas du tout à nous. Donc c'est un vrai débat sur le dématérialisé. Voilà, donc RIP Micromania, j'espère que ça va remonter, mais à mon avis c'est vraiment mal parti. Ok, qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble? Je vais avoir un Chrome qui commence à manger un peu. On va parler un peu des news. La semaine dernière, je vais parler de la sortie de Angular 19.2. Donc c'est officiel, Angular.2 est sorti. Donc c'était le 27.2. Donc avec le HTTP ressources dont je vous parlais. Ça y est. Donc là, c'est AngularFR qui en parle. C'est cool. Nous, on va aller voir la vraie news, parce que je préfère aller voir les news, les réelles. Voilà. Angular 19.2, voilà, qui sort, avec toute la partie amélioration de la ressource. Alors, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai déjà parlé. Je vous rappelle, je suis en train de faire une session qui est en plusieurs vidéos. C'est un cycle hein, sur tout ce qui est ressources et comment l'approfondir, comment vraiment bien l'utiliser. Ressources a rajouté quoi? Toute la partie default value. Et donc, il y a l'HTTP ressource qui vient d'arriver. Et il y a toute la partie point streaming qui vient d'arriver. Et d'ailleurs, sur angular.fr, ils en parlent. Et nous, on en a parlé déjà depuis un petit moment. Le streaming, bien, on va l'amener. Hein, je vais vous le montrer comment faire. Ce qui est à noter, c'est que maintenant, le loader ici s'exécute bien en mode streaming. C'est-à-dire que si le next envoie des informations, comme vous voyez ici, d'ailleurs, on n'utilise pas ce genre de code, on peut le faire autrement. Hein. On peut faire juste un intervalle, mais pourquoi pas? Eh bien ici, ça va bien ici générer autant de fois l'information. Donc il y a bien le signal qui va se mettre à jour, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est le mode streaming. Et même les ressources sont en mode streaming, elles sont utilisables. Voilà, il y a, donc je vous avais dit, hein, la partie de l'interpolation qui est présent maintenant dans le template. Oui ou non, voilà, c'est à discuter. Hein, mais c'est déjà sympa de connaître ça. Et quand même, dans les news, il y a quoi? Dans les news, il y a quoi? Il y a Angular 20. Et oui, il y a Angular 20 qui est, voilà, Angular 20 qui vient de sortir. Angular 20. Donc Angular 20 a été marqué, ça y est, et on a donc vraiment la prise en compte de la version 5.8 après. Donc vous voyez, en dessous 5.8 n'est plus supporté. La SyncPipe maintenant catch les erreurs directement. Et ça, c'est intéressant. Et from zone base, et ces erreurs sont attrapées par la zone JS et reportées dans Error Handler. Ok. Vous voyez, il y a quand même pas mal de nouveautés. Il y a quand même pas mal de nouveautés. Et add input binding support to dynamic run. Donc, on peut faire de l'input dans les composants qui sont créés, par exemple, dynamiquement. Ouais, je ne l'ai pas encore testé ça. Des choses comme ça. J'ai hâte de vous le montrer. Defer block, donc il y a des corrections il y avait des petits bugs sur la partie defer. Évidemment, la prise en compte de HTTP ressources. Et donc, c'est parti. Hein, dans 3 mois, c'est parti. Il y a eu 2 mois et demi, là. On a la livraison. Donc, on va se préparer. Moi, je surveille avec hâte la partie formulaire. Ici, le formulaire. Et dès que je vais le voir, je vous préviens. Là, il y a une partie caching aussi qui est en cours. Je vous préviens. Il y a quoi d'autre? Eh bien, je voulais discuter d'un point qui a été un grand questionnement autour de Rust. Et je vais vous montrer ça. C'est voilà, Microsoft qui adopte. Est-ce que c'est un bon choix ou pas? Est-ce qu'il faut suivre Microsoft? Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Pas de débat. Sur ça, c'est chacun voit. Regardez ce qu'on peut voir. C'est que Microsoft adopte Rust sans réserve. Donc, alors que l'écosystème Linux se déchire autour de Rust. Hein. Il y en a qui disent même dans la communauté Linux, je ne sais pas si vous avez vu, qui disent que c'est une gangrène. Hein. C'est vraiment même un cancer de ce que j'ai lu. Hein. Si je tape, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais Linux Rust, parce qu'avec cancer, ça donne. Voilà. C'était ça que j'avais vu. C'était le mélange de Rust et de C est assimilé à un cancer par un responsable du noyau. Voilà. Et... Mais comme Linus le souligne, il s'avère qu'il est vraiment difficile de trouver des personnes qui sont des mainteneurs. Donc c'est pour ça aussi qu'il se pose la question de passer aussi. Alors, c'est la grande question sur des logiciels, des applications et autres de longue durée. Alors, pareil pour le langage, c'est que faire du COBOL aujourd'hui, il y a des personnes qui sont formées, j'en connais, mais il y en a qui ont arrêté. Et comment on fait pour reprendre? Pareil sur du VB, pareil, etc. Donc Microsoft le soutient à 100%, par exemple. Hein. Microsoft, par exemple, dans Windows Azure, Rust est en train d'arriver de plus en plus.
Hein, sur Azure, le cloud, Rust est également introduit pour développer des services back-end plus robustes. Et donc, ce qui est motivé, c'est la sécurité. Nous, on a prévu cette année de nous former à Rust, et donc, du coup, de vous proposer une formation autour de Rust, les fondamentaux. Et on a hâte de vous la montrer. Nous n'avons jamais observé de régression de performance en portant le code vers Rust. Et ils ont constaté des améliorations de performance, même en Rust. Mais ça, c'est pas toujours, c'est pas lié au langage, en fait. Souvent, c'est qu'il y a un biais là-dessus, c'est que quand on passe à un nouveau langage, ou quand on change, on a tendance à améliorer ce qu'on est en train d'écrire. Donc on gagne aussi. Il y a ce biais-là, souvent les personnes se font avoir là-dessus. Ok, et vous voyez qu'il y a des projets qui sont vraiment en cours là-dessus. Microsoft, je vous rappelle, est l'un des plus grands donateurs open source. Attention, j'ai pas du tout de com chez Microsoft, c'est vraiment ce qui est dit. Et Rust a trouvé sa place dans la suite collaborative de l'éditeur, puisqu'il y a même certains composants C# qui sont remplacés en Rust. Ça, je trouve ça intéressant. On finira par ce point-là, toujours pour revenir sur l'IA. Aujourd'hui, Microsoft fait toute une partie recherche où il voudrait faire des transpositions du C++ vers du Rust en automatisé. Donc Marc Rusenovich a confirmé en fait que cette piste était explorée avec des moteurs IA qui seraient capables de faire de cette génération automatique. Vous savez, c'est les fameux comment on peut passer d'un langage à un autre. Hein. J'ai connu du VB vers VB.NET, du VB.NET vers C#. J'ai connu du C vers C# aussi. Voilà, comment on peut passer de l'un à l'autre? Est-ce qu'on développe un système automatisé? Est-ce qu'on développe un outil qui est capable de le faire tout seul? Est-ce qu'on utilise l'IA? Voilà, tous ces points-là. Mais c'est en cours, hein, c'est vraiment en cours de réflexion chez Microsoft. Et donc, affaire à suivre là-dessus. Voilà les dernières news que je peux vous proposer sur cette semaine-là. Il y en aura d'autres. Par exemple, je pourrais, si ça vous intéresse aussi, toutes les sorties de type, par exemple, vous voyez, le 11 mars, il y a Developer Summit qui est prévu. Moi, je ne sais pas si je pourrais y aller. C'est la semaine prochaine. Normalement, je peux. Mais c'est pas sûr que je puisse vraiment me déplacer là-bas. Je vous tiendrai au courant si je peux. Sinon, je suivrai à distance. Merci de m'avoir suivi. Ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Vous savez qu'il y a d'autres vidéos qui sont prévues, comme par exemple, j'ai prévu de continuer la partie je développe un concurrent à Slack. Bien sûr, c'est un objectif lointain, c'est une ambition. On va surtout se donner ça comme propulsion pour apprendre beaucoup de choses autour d'Angular et de Web API et de Signalaire et de tout ce qui est autour. Je vous rappelle qu'il y a aussi un autre point, c'est le développement de toute la partie d'un vrai outil open source qu'on est en train de développer qui va vraiment être un SaaS pour toute la partie suivi des formations. Et comme je vous disais, avant de finir, il y a une vraie question autour du coup de la formation, vous voyez, avec tout ce qui est IA, hein, c'est un des points. Alors avant de nous quitter quand même, je souhaitais faire un petit résumé, moi, de mon ressenti, de tout ce qui se passe, une sorte de résumé façon chat curieux. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours autant de curiosité sur les nouveaux langages, comme les anciens. Moi, je trouve que ça me plaît, cette idée-là. Hein. On a du Rust qui donne une hype à chaque fois. Il y a toujours un petit langage comme ça chaque année qui fait ça pop, soit un langage, soit un framework, soit une librairie. Rappelez-vous, il y a quelques temps, la mode de HTMX, hein, ça a popé de partout, tout le monde, ah, HTMX, c'est génial. Puis pouf, ça y est, ça s'est éteint. Vraiment, on n'en parle presque plus, quoi. J'ai fait les tests, moi aussi, pour vérifier, puis vous avez eu mon point de vue. C'est sympa, me voilà, ça casse pas trop pattes à un canard, quoi. C'est très bien, hein, c'est très très bien, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en faire tout ça? Voilà, des questions comme ça. On remarque aussi qu'il y a toujours cette hype qui est présente. 5 ans après, je dirais quasiment, on est toujours sur la hype de l'IA. Et vous voyez que eh oui, je suis en pleine prépa sur un point sur une formation aussi que je vous proposerai autour de React. Et donc on a, d'ailleurs on va bientôt proposer une formation React avancée, on en reparlera. Parenthèse, revenons à nos moutons. Et donc on voit que l'IA est vraiment en cours de réflexion sur 2 points. Aider les devs encore plus, les accompagner encore plus. À côté de ça, on voit que les devs, ils ont toujours du mal à communiquer, mais on les aide pas à développer. Donc peut-être qu'ils ont plus de temps pour communiquer et comprendre ce qu'on leur dit. Et aussi que les personnes qui écrivent les cahiers des charges comprennent vraiment les besoins des clients et que les clients soient capables vraiment d'écrire des vrais besoins clients. Enfin bref, vous savez ce que c'est. Et on voit qu'à côté de ça, on a plein d'outils qui nous accompagnent, mais vraiment sur la génération de code. Alors qu'en fait, ça représente que 20 à 30% de notre métier. Donc c'est vraiment à questionner en fait. Est-ce que c'est vraiment là où on doit aller? Est-ce que en fait notre métier réel c'est pas ça en fait? Même si coder moi personnellement j'adore, je l'ai toujours dit, c'est quelque chose qui m'a toujours motivé et que je veux pas perdre ça. Mais en même temps, c'est pas que ça être dev. Vous le savez bien. C'est aussi être capable de transcrire un besoin en un outil. Hein, c'est exactement ce qu'on sait faire aussi, même si coder est toujours génial. Et pour finir, ce qu'on peut noter, c'est quoi? C'est que en fait l'IA peut être tentant pour amener aussi un côté, pour moi, moins éthique.
Je m'explique. Aujourd'hui, on entend de plus en plus, je vous en avais parlé en début et que j'allais vous en reparler en fin de cette session, c'est ces personnes qui décident de licencier à tour de bras. Hein. C'est où que je l'avais noté? Voilà, le licenciement à tour de bras. On parle de licenciement de 37 000 travailleurs pour Twitter, 18 000, c'était fin d'année 2024, hein, et 11 000 chez Meta. On ne sait pas ce qui en concerne derrière, etc. En Amérique, on n'a pas du tout les mêmes façons de licencier qu'en France, mais quand même, on a quand même un système où il y a des employeurs qui pensent d'abord à la réduction des coûts, et c'est un système qui va automatiquement avoir des effets comme une traînée de poudre. C'est obligé, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ces devs? Il y aura, bon voilà, vous voyez tout ce que ça peut donner, un impact qui est extrêmement négatif. Et donc la question à se poser, c'est jusqu'où ça va aller. Il y a des entreprises qui l'année dernière ont fait le buzz, donc qui ont voulu aussi se démarquer, à montrer, regardez, moi j'utilise l'IA, en disant, écoute, l'IA, moi maintenant j'utilisais que ça pour la partie SAV. Et en fait, à ce qui paraît, ils ont amélioré la productivité, les gains aussi, les retours. Donc tout ça, ça questionne en fait sur ce qu'on peut amener. Et est-ce que c'est vraiment vers là qu'on veut aller, hein. Il y a un mème qui est présent, en tout cas un dessin qui marque ça, qui montre un dev qui est tout content en train de développer une IA, et il y a quelqu'un qui lui dit, et tu sais que l'IA, tu te rends compte que l'IA va remplacer ton travail que tu es en train de développer, en gros ton remplaçant, quoi. Ça fait depuis longtemps qu'on en parle, voilà. Et on suit toujours ça, on est toujours en questionnement là-dessus. Vous voyez qu'en fait, même si maintenant 92% des devs, ou 97 là, l'utilisent, ouais, en fait, il y a encore, ça fait gagner du temps, mais pas tellement en fait, hein. Parce que, en fait, c'est pas que ça notre boulot. C'est pas que ça notre boulot, c'est ça. Et c'est toute la question. Merci de m'avoir suivi sur cette news. Et je vous dis à très bientôt. Je vais donc vraiment focus sur une ou deux sessions prochainement, hein, dans les semaines qui vont arriver, où je vais tester en fait les générateurs là, qui sont en dehors de ChatGPT, que j'ai pu découvrir là. Je vous ferai des retours aussi de mon côté. Et même le Copilot Agent là, qui m'intéresse vraiment pour voir ce que ça donne. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, la semaine prochaine pour une prochaine news. D'ici là, codez bien, restez curieux, restez curieuse. Ciao, ciao. Avec grand plaisir, j'enfile à grand plaisir. J'espère que ce format vous a plu. Il était un peu long. Et il sera remis aussi dans la partie podcast, hein. Je le déploierai aussi sur la partie podcast, donc sur Le Chat Curieux, hein, Evan Le Chat Curieux. Avec grand plaisir pour une prochaine session. La prochaine, j'ai prévu aussi de faire Design Pattern avec TypeScript. Donc je vais démarrer cette session dans les prochaines journées. Hein, l'idée, c'est aussi de continuer, puisque le JS et le TS, vous avez vu, sont toujours d'actualité. Donc, design pattern avec TypeScript. Et oui, même si l'IA sera vous générer, j'ai envie de vous le montrer à ma façon. Ciao, ciao!